Bonjour, eh bien on a un invité d'honneur aujourd'hui, c'est Yvan Rioufol, ancien journaliste du Figaro, que d'aucuns qui l'ont suivi ont toujours trouvé ses commentaires particulièrement bien écrits et agréables à lire. Et nous allons l'interroger sur la démocratie française et sur le référendum d'initiative citoyenne. Alors la première question portera sur la démocratie française. Donc on parle beaucoup de sa fatigue actuellement, du faible contact qu'elle a avec le corps électoral, du faible contact qu'elle a avec les Français. Et la première question donc, que je vous pose, c'est quel diagnostic faites-vous sur la démocratie en France telle qu'elle fonctionne? Il faut démocratiser la démocratie, c'est-à-dire que la démocratie, mais vous l'avez dit dans votre introduction, la démocratie est malade, c'est-à-dire que vous avez toute une partie d'une population, ces Français oubliés, si j'en ai donné le titre à mon dernier livre, que j'ai intitulé La Révolution des oubliés, pour signifier que vous avez toute une partie d'un corps électoral qui maintenant est oublié et du discours politique et du discours médiatique et des grandes décisions. Et ceci d'ailleurs est potentiellement révolutionnaire. Moi je pense que nous vivons maintenant une révolution démocratique avec une grande appétence effectivement pour tous ces Français silencieux, de cette France silencieuse, de cette France profonde, à participer à nouveau à la maîtrise de leur destin, mais pour l'instant, le monde élitiste s'est claquemuré sur lui-même. C'est un monde de mandarins qui s'est enfermé dans sa cité interdite et qui redoute, comme la peste, effectivement, d'avoir à demander au peuple son avis. C'est-à-dire que depuis le référendum tronqué de 2005, qui a été donc retoqué par les députés eux-mêmes en 2007 avec le traité de Lisbonne, c'est-à-dire le traité qui refusait la Constitution européenne à 55%, on voit bien que le pouvoir politique est tétanisé à l'idée de redemander à nouveau son avis aux Français. Alors sur les grandes questions effectivement institutionnelles, voire même de redemander l'avis des Français pour renouveler le Parlement, parce qu'on voit bien que ce Parlement, enfin en tout cas l'Assemblée nationale est également bancale, et il y aurait pu y avoir une autre dissolution, et pour l'instant le pouvoir joue la montre jusqu'à la fin afin de mettre à la marge toute une partie de cette population de plus en plus irritée. Et moi, je fais le pari que si on libère, en effet, toutes les expressions politiques et médiatiques, effectivement, ce pouvoir peut tomber. Et effectivement, cette révolution, que j'appelle de mes voeux une révolution conservatrice, une révolution pacifique, cette révolution pourrait advenir. Parce que cette crise de la démocratie ne touche pas simplement les institutions, et même la Ve République, on pourrait y revenir, mais elle touche également le pouvoir médiatique lui-même. C'est-à-dire que, de mon point de vue, j'analyse ça dans mon dernier livre, la presse n'a plus à se prévaloir, ne mérite plus son rôle de quatrième pouvoir, dont elle est elle-même devenue le faire-valoir du pouvoir politique, de ce pouvoir confisqué, de cette démocratie confisquée. Et la révolution qui vient est aussi une révolution numérique dans la mesure où l'Internet aujourd'hui permet de fédérer toutes les dissonances, tous les mécontentements, tous les dissidents, et au point même que le pouvoir politique actuel, celui de la Macronie, ne rêve que d'une chose, c'est de mettre sous surveillance ces réseaux sociaux. C'est vraiment même l'obsession, si je puis dire, du président de la République. Donc toutes ces constatations, qui ne sont pas très originales dans le fond, me font dire que d'abord, effectivement, cette démocratie est en crise, et donc c'est une crise qui est inadmise, qui ne peut pas être défendue plus avant, sauf à avaliser effectivement une oligarchie, et il faut maintenant urgemment que les hommes politiques descendent de leur petit nuage et acceptent de se colter au réel, et se colter au réel, ça veut dire se colter à toute cette partie de cette France qui ne se reconnaît plus dans les discours dominants et qui, en plus, a le sentiment très net et très réel d'avoir été abandonné. Il faut en finir avec la tyrannie des minorités, il faut retrouver ce qu'est le goût de la majorité dans une démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui. Ce que je partage entièrement, et puis qu'on peut voir aussi à travers toutes les élections telles qu'elles se déroulent, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales, vous avez une perte du corps électoral, vous avez beaucoup moins de votants. La dernière élection présidentielle, entre Macron et l'élection d'avant on n'a qu'à prendre que Hollande,
il y a plus de 10 points d'écart sur la participation électorale. Vous savez, quand les sondeurs demandent de qualifier la politique, le mot qui revient depuis très longtemps dans les sondages, c'est le dégoût. Il y a un dégoût des Français, un dégoût des Français pour la politique, un dégoût des Français pour les partis politiques. Je crois que c'est de mémoire, c'est 10% des Français approuvent les partis politiques, font confiance aux partis politiques, 20% font confiance aux députés. Il y avait 11% récemment, un peu plus maintenant, qui faisaient confiance au président de la République. Donc on voit bien qu'il y a un divorce terrible qui s'est produit au cœur d'une démocratie qui ne mérite plus son nom. Et donc à partir du moment où la démocratie, cette prétendue démocratie, a perdu son assise populaire, c'est une démocratie qui est vouée à s'effondrer, qui est vouée effectivement à céder la place. En tout cas, c'est logiquement ce qui devrait advenir, mais maintenant, effectivement, vous avez au cœur de cette population oubliée un sentiment de lassitude. Vous avez une partie de ces Français qui ont rejoint leur Aventin pour ne plus jouer un rôle politique qui leur semble effectivement pipé. Et puis vous avez aussi une sorte d'aquabonisme de toute une partie d'une population qui a pu se révolter à un moment donné, par exemple lors des Gilets jaunes, et qui a été tellement réprimée par la violence publique qu'elle n'ose plus non plus, dans le fond, émettre la moindre protestation pour l'instant. Donc on est dans ce paradoxe de vivre, de constater effectivement qu'il y a une démocratie bloquée, une démocratie qui exaspère toute une partie d'une population qui vit, de mon point de vue, un moment révolutionnaire, mais il n'y a pas de révolutionnaire. Oui. Il manque le lion. Il manque le lion. Il manque le lion, et le lion peut se faire effectivement. Alors, tous les outils sont là, c'est-à-dire que la colère est là, la frustration est là, l'outil technique est là avec travers les réseaux sociaux, mais il manque encore ou l'homme providentiel, ou parce que je pensais plutôt le peuple, parce que je pense que l'homme providentiel n'existe plus, je ne le vois pas apparaître pour l'instant. Et donc moi, mon analyse est de dire que l'homme providentiel, c'est le peuple providentiel lui-même, pourvu qu'on lui donne les moyens de s'exprimer sur des grands sujets sociétaux, et on en revient naturellement à la réhabilitation des référendums, tels que d'ailleurs De Gaulle les avait conçus. De Gaulle avait accepté, je crois que sous De Gaulle il y en a eu 5, là depuis maintenant 2005 il n'y en a pas eu un seul, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et cette crise de confiance ne peut se résorber qu'en redonnant effectivement la parole à ceux qui sont le socle de la démocratie, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Le référendum avait un rôle d'équilibre de la vie des partis et de la vie parlementaire. Et c'est le référendum légitimait tout un pouvoir politique qui n'a plus de légitimité, d'autant moins de légitimité que, en plus, il a délégué d'une telle manière que ce sont aujourd'hui, pour partie, les juges européens qui font des lois, ou quasiment. Je crois que c'est 60% des lois, ou 70% des lois votées en France sont en fait des lois qui sont imposées par l'Europe, et dans lesquelles les Français n'ont même plus leur mot à dire. Ils ne peuvent toujours pas s'exprimer, c'est quand même assez scandaleux, depuis maintenant 50 ans, sur ce qui leur tient le plus à cœur, c'est-à-dire notamment le projet de société, de savoir si nous voulons une société multiculturelle, ce qui est imposé depuis 50 ans, ou une société assimilatrice. Donc il faut absolument que les Français puissent se prononcer sur le problème de l'immigration, qui n'est pas un gros mot. Or, ce sujet, qui est un sujet central, un sujet existentiel, leur est refusé parce que cela déplaît précisément aux mondialistes qui nous gouvernent depuis 50 ans et qui sont incapables, et ça c'est tout à fait révoltant, qui sont incapables de reconnaître que leur idéologie mondialiste, multiculturelle, post-nationale est une idéologie qui a créé une somme de violence et de frustration, de brutalité pour tout un peuple français autochtone qui se sent maintenant méprisé, oublié, voire même prié de disparaître quand vous écoutez les discours du président de la République, par exemple, qui ne voit plus, ou de Jean-Luc Mélenchon, qui ne voit même plus l'utilité d'une langue française, puisque la langue française pour lui maintenant trouve son berceau dans le bassin du Congo. Alors, et plus sur les rives de la Seine, il a dit ça très récemment au Kenya, je crois. Donc, vous avez vraiment des saccageurs en chef qui sont à la tête de l'État, et il faut absolument que le peuple puisse mettre un terme à tout cela. Le peuple est encore raisonnable. Je ne confonds pas le peuple et la foule. Le peuple, parce que j'entends toujours à chaque fois, le peuple n'a pas toujours raison, la peine de mort, etc.
Et en fait, si, le peuple a souvent raison, il peut parfois se tromper, bien entendu, mais enfin, globalement, moi je crois au peuple raisonnable. Alors, je partage tout à fait, sauf que quand, à partir d'un moment où on fait abstraction de son existence, il arrive un moment où la confrontation se fera autrement. Et c'est ça qui est à craindre, peut-être. Et c'est à craindre, bien entendu, vous avez raison. Mais alors là, je ne peux pas écrire l'histoire, mais la confrontation est telle aujourd'hui dans une société qui est devenue conflictuelle qu'en effet, on ne peut écarter aucune hypothèse. J'avais écrit un livre il y a une quinzaine d'années qui s'appelait La guerre civile qui vient, pour précisément mettre en alerte sur effectivement la gravité de la fracture identitaire qui s'est imposée sans que les Français aient été consultés. Encore une fois, il y a eu un grand saccage, une grande maltraitance des Français eux-mêmes, et ils partagent, me semble-t-il, un ressentiment très général contre les élites, et à bon droit. Moi, je ne suis pas du tout contre les élites. Je pense que les élites sont nécessaires, mais il faut maintenant que le peuple français désigne d'autres élites, des élites qui soient cette fois-ci à l'écoute de ce que vous avez dit en introduction, à l'écoute de leurs propres intérêts. La France ne doit pas avoir honte de rester elle-même. Pour l'instant, il y a une sorte de haine de soi qui fait en sorte que le discours dominant répercute une obligation à s'ouvrir à l'autre, d'accorder la priorité aux minorités, à se féliciter, comme l'a fait le président de la République, que l'arabe soit devenu la deuxième langue parlée en France. Bon, moi je veux bien, mais je trouve ça accablant. Mais voilà, il y a toute une élite qui trouve ça très bien. Oui, le niveau monte. Le niveau monte. Oui, mais il y a d'ailleurs, sur ce que vous dites, moi je constate, les gilets jaunes ont disparu de l'actualité. Mais vous avez, entre tous ceux qui se sont heurtés avec le Covid et puis l'obligation vaccinale, avec ceux des Gilets jaunes, avec tous les conflits qui ont été en cours, vous avez une espèce d'infrasociété qui n'apparaît pas, mais qui aujourd'hui est prête quand même à s'exprimer. Et moi, ce que je crains, c'est la confrontation. Ils font comme si ça n'existait pas. Ils apportent, ils mettent la répression au maximum, mais il arrivera un moment où ça suffira pas. D'autant que, et c'est un reproche que je peux faire à la droite, d'autant que la droite, pour l'instant, n'a pas fait l'effort doctrinal, intellectuel pour penser ce nouveau monde qui vient, pour penser cette révolution. Il n'y a qu'un parti, pour l'instant, qui a une doctrine assez affermie, et c'est la France insoumise, qui théorise sa nouvelle France, qui est une France, alors la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, c'est une France ouverte à l'immigration africaine, maghrébine, la France métissée, créolisée. Alors, en fait, c'est la France islamisée. Naturellement, on peut lui trouver tous les défauts de la terre, mais c'est une doctrine qui se tient, qui est une doctrine qui est charpentée, cohérente, qui a été pensée, cohérente. Et donc c'était véritablement une contre-société qui alimente d'ailleurs un conflit, un potentiel conflit social, culturel, voire de civilisation. Mais en face, et j'en fais le reproche pour l'instant à la droite en endormie, je trouve qu'elle n'a pas fait suffisamment d'efforts conceptuels à travers des think tanks, des centres de réflexion, pour penser précisément ce que l'on décrit là, c'est-à-dire les causes de l'effondrement de la démocratie, les causes de l'irritation de tout un peuple encore majoritaire, parce que, encore une fois, le peuple français dont on parle, celui de la France périphérique, pour aller vite, contre celui de métropole, représente encore 60% de la démographie. Ça, je reprends les chiffres du géographe Christophe Guilluy. Et donc, c'est une France majoritaire. Et donc, il faudrait j'aimerais que les hommes politiques réfléchissent à travers, je ne sais quoi, moi, des colloques ou des think tanks, au fait qu'il n'y a rien d'infamant aujourd'hui à se mettre à l'écoute de tout ce peuple qui est dégoûté de tous les partis et qui réclame, de mon point de vue, en effet, que les mouvements souverainistes, patriotes, du mouvement de droite pour aller vite, s'unissent pour défendre précisément la souveraineté, la patrie et la nation, et non pas encore ces guerres de chapelle qui deviennent ridicules entre les LR, les RN, etc., qui ne veulent pas se parler tout en pensant la même chose. Enfin, il y a quelque chose d'absurde qui demeure, et les Français là aussi qui empêche d'évoluer. Et les Français là aussi pourraient trancher à travers des référendums, bien sûr. Vraiment, les Français sont à la source d'un possible renouveau. Encore faudrait-il qu'on leur donne
la parole sans qu'ils aient à descendre dans la rue et à tout casser pour réclamer effectivement le droit de s'exprimer, bien sûr. Eh ben, on a fait le constat, on va essayer de trouver des solutions, au moins des méthodes pour y arriver. Les solutions, ce sont des solutions institutionnelles, bien sûr. Je pense que, alors moi, je suis pas constitutionnaliste, mais il me semble que la Ve République, avec son présidentialisme qui était taillé pour les grands hommes, ne correspond plus maintenant à l'envergure des hommes politiques. Ouais. Moi, je pense qu'il faut effectivement là aussi penser à une 6e République. Le Mélenchon y pense. Mais la Hollande la 4e. Oui, alors bien sûr, mais réfléchissons à tout ça. Mais on voit qu'il y a maintenant un besoin d'horizontalité, non plus de verticalité, en tout cas dans les prises de décision. Un besoin de plus de participation. Je vais faire ma Ségolène Royal, mais c'est vrai qu'il faudrait un peu plus de démocratie participative, un peu plus de représentativité dans les proportionnels pour le Parlement, peut-être un peu plus de parlementarisme. Tout ça est à débattre, mais il me semble que le président de la République lui-même, l'institution du président de la République lui-même ne correspond plus aux attentes non plus des gens. Tout le monde, le débat est focalisé de 3 années sur 5 sur le futur président de la République, et on voit que maintenant on nous donne des petits hommes qui mais ils veulent tous être présidents, pour faire plaisir à leur maman, mais c'est pas ce qu'on demande. Et donc, moi j'ai été frappé de voir des gens qui me paraissaient équilibrés dire qu'ils voulaient être président de la République. Non, mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Donc il faudrait peut-être même arrêter et supprimer cette fonction de président de la République qui ne correspond plus, me semble-t-il. Mais bon, c'est juste une opinion qui mérite d'être débattue, qui ne correspond plus parce qu'après, le problème, c'est qu'on retombe dans les travers après des alliances. J'entends cette critique, Enfin bon, il y a bien d'autres pays qui ont un parlementarisme qui marche malgré tout. Enfin bon, en tout cas, vraiment, ce sont des sujets sur lesquels il pourrait y avoir des réflexions croisées, conjointes. Sauf à trouver un homme second. Alors, sauf à trouver l'homme providentiel, mais moi, si vous l'avez, faites-moi signe, mais moi, je ne le vois pas. Moi. Je pense à quelqu'un, mais je ne le dirai pas. Ah bon, dites-moi. Bah si, dites-moi. Une autre fois. Ah bon. Alors, si on parlait donc, un élément de la Constitution de la Ve République, c'est le référendum qui vient épauler donc tout le travail de la démocratie représentative, c'est-à-dire du Parlement. Or, il s'avère que aujourd'hui, ce dont on vient de discuter sur la carence de la démocratie, une façon de la réanimer, c'est de donner la possibilité à un corpus du corps électoral suffisamment important de pouvoir exiger la mise en place d'un référendum sur un sujet qui lui paraît vital. On appelle ça le référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Que du bien. Il y avait peu de revendications chez les Gilets jaunes, il n'y avait pas beaucoup de doctrine, il n'y avait pas beaucoup de slogans, mais il y avait celui-ci en tout cas. Ouais. Et les Gilets jaunes avaient montré justement que toute une partie de cette société civile provinciale, alors je ne parle pas des Gilets jaunes qui avaient été cornaqués par l'extrême gauche en fin de mouvement, mais les premiers Gilets jaunes avec qui je manifestais pendant très longtemps, et qui précisément faisaient cette analyse qu'ils voulaient eux-mêmes participer à maîtriser leur destin, tout simplement maîtriser leur destin, afin que la France reste la France, et à travers, effectivement, Céric. Moi, je trouve que l'exemple suisse est l'exemple idéal, bien entendu, et j'aimerais effectivement que le référendum soit d'usage presque banal, sur les grandes questions comme sur les petites, et là encore, je trouve qu'il y a un manque de réflexion des partis de droite ou de gauche, parce que ça n'appartient pas simplement à la droite, naturellement, que d'y réfléchir, pour effectivement essayer de casser ce monopole clanique, ce monopole des castes qui devient insupportable et qui fait honte, en tout cas, aux démocrates. Et je trouve d'ailleurs que ce combat, qui est plutôt mené par la droite, devrait être un combat appartenant même à la gauche. J'ai l'impression que la gauche a tout abandonné de ses combats initiaux, c'est-à-dire que autant la gauche jusqu'alors était plutôt symbolisée par la défense de la République, de la laïcité, de la liberté d'expression, enfin de toutes ces grandes valeurs qu'elle a abandonnées, au profit de la droite. Et je pense que c'est à la droite. Il y a une espèce d'inversion. Il y a une inversion, c'est à la droite aujourd'hui de s'approprier encore bien davantage la liberté d'expression, qui est vraiment mise à mal par la gauche maintenant, la laïcité qui est mise à mal par la gauche, la démocratie, et également la révolution. Enfin, c'est vrai que
la droite est pantouflarde et n'aime pas beaucoup ce terme-là de révolution, mais encore une fois, la révolution que j'ai nommée la révolution du bon sens, la révolution des œillères, la révolution du réel, plus la révolution numérique, est une révolution qui porte plutôt vers des soubresauts souverainistes qui ne peuvent que, qui pourraient s'exprimer, et le référendum en serait l'objet, pourrait s'exprimer par la réhabilitation de la parole populaire, encore une fois, qui est une parole éminemment légitime, que je ne confonds pas avec la foule. Le peuple est en haut, la foule est en bas, disait Victor Hugo, et donc il faut cesser de faire ce procès en démagogie de tous ceux qui veulent éteindre immédiatement la voix des Français avant même qu'ils aient pu parler. D'ailleurs, ce que vous soulignez, c'est parfaitement vrai, c'est que, en fait, les partis sont complètement déconnectés du populo. Ah ben oui, complètement. Bon, moi j'ai bien connu la gauche, mais je vois bien que ils sont plus en contact, ils sont plus, il y a plus de relations. C'est où faut pas faire de vagues, où vous êtes complotiste. Enfin, il y a toujours un jeu. Oui, c'est ça. Maintenant, ils ont des mots valises. Ouais, vous êtes complotiste d'extrême droite, fasciste maintenant, et ouais. immédiatement. Ah oui, c'est facho. Dès que vous entendez ces mots-là, immédiatement, vous êtes sûr que c'est un parti ou un interlocuteur qui ne veut pas vous entendre. Et donc, il faut entendre les gens, même si les gens ont des choses désagréables à dire. Il faut maintenant, on vit dans cette révolution du réel où il faut monstrer, comme dit Maffezoli, et il faut tout entendre de ce que maintenant les Français veulent dire. Et ceci ne peut passer, en effet, que par la réhabilitation du référendum, l'initiative partagée, l'initiative populaire, enfin, ce que vous voulez en référendum, mais l'urgence, en effet, est de sortir de ce piège et celui d'une démocratie confisquée, encore une fois. Vous avez quelques idées sur la forme que ça pourrait prendre, sur la façon d'organiser? Ouais, je trouve qu'en urgence, en tout cas, ce serait de débloquer des grands référendums sur les questions qui taraudent les Français, en particulier l'immigration. Je pense que on peut savoir si oui ou non il est possible de réguler l'immigration, voire même de la stopper, ou en tout cas de la freiner. Est-ce que, donc, c'est un objet de questionnement, faut-il ou non une immigration de peuplement, faut-il ou non une société multiculturelle, faut-il ou non une société mondialisée, faut-il ou non, je ne sais pas quelle est la question, mais enfin en tout cas, une des questions essentielles, parce que c'est une question taboue, serait d'aborder frontalement le problème de l'immigration. Le problème de l'islam mériterait également, me semble-t-il, une question posée au référendum de savoir si oui ou non la charia est compatible avec les lois de la République. Il me semble que non, et on pourrait trancher ce dossier, ce sujet-là également par référendum, parce que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aborder ces sujets qui sont des sujets fondamentaux, et d'autres questions qui pourraient être, là je me viennent à l'esprit les prioritaires, c'est-à-dire l'immigration, l'islam me semble être au cœur maintenant des fractures françaises et des omertas surtout. Et donc il faut maintenant libérer la parole. Tout tourne toujours autour de ces questions-là. Oui, une question politique. Oui, mais ça n'avance pas beaucoup parce que ça reste dans le cercle des commentateurs dont je me mets ou des spectateurs. Il faut maintenant ouvrir ça pour essayer de sortir de cette routine conformiste, du bien-pensiste qui oblige pour l'instant à ne pas voir l'éléphant dans le salon, l'éléphant dans le salon étant une immigration qui ne s'intègre plus, qui fait venir 500 000 personnes par an, etc. Enfin bon, vous connaissez ça par cœur. Mais on a beau décrire effectivement ce qu'on a sous les yeux, la solution n'apparaît pas immédiatement alors qu'elle tombe sous le sens. Quand vous avez une baignoire qui déborde, on arrête d'abord le robinet avant d'éponger. Et donc, oui. Est-ce que la démocratie suisse pourrait s'appliquer en France? C'est une question. Alors, sur le principe, je ne vois aucune réserve à ce qu'elle s'applique en France, au contraire. Maintenant, techniquement, je pourrais peut-être me faire valoir que on rentrerait peut-être dans trop de détails de la vie quotidienne pour que ce soit uniformisé effectivement à la législation française. C'est bien possible, mais en tout cas, sur le principe, je trouve qu'effectivement, encore une fois, la Suisse est un exemple. Est un exemple, et je ne vois pas que les Suisses s'en plaignent, surtout. Les Suisses trouveraient ça insupportable, bien sûr, mais encore une fois, je pense que la démocratie suisse
reste exemplaire pour toutes les autres démocraties. Donc, alors on n'est peut-être pas obligé de faire des référendums, en effet, pour la moindre petite chose, parce qu'en Suisse, il y a aussi, effectivement, c'est peut-être ce travers d'avoir à interroger sur des détails qui nous paraissent pas les plus importants. Mais enfin, bon, la Suisse, non, la Suisse a refusé, par exemple, par référendum, de construire des minarets. Je trouve intéressant de voir que la Suisse a refusé ces genres de décisions qui seraient impossibles à prendre par un pouvoir politique tétanisé qu'il est, par le terrorisme intellectuel, les accusations en racisme, en islamophobie qui immédiatement surviendraient. Et là, avec l'aval d'un peuple, vous permettez beaucoup de choses et vous permettez de vous libérer de beaucoup d'interdits. C'est surtout ça, ce que je vois, c'est qu'il y a trop d'interdits idéologiques aujourd'hui. La gauche a posé une chape de plomb maintenant depuis 50 ans sous laquelle nous n'arrivons plus à respirer et qu'il nous faut casser. Et je ne vois pas d'autre solution que la légitimité du peuple pour libérer la parole et pour libérer les esprits et pour libérer le pays lui-même. Et donc les référendums en tout, je ne vois pas en quoi ils n'ont rien d'effrayant. Alors, je crois qu'eux, ils votent en un an à peu près autant de fois que nous dans une vie. Oui, parce qu'il y a ce qu'ils appellent des votations qui rendent. Ils sont 10 millions aussi, ça. Oui, puis ils sont 10 millions. Avec des États qui sont indépendants, parce que c'est une confédération. Mais ceci étant, je suis complètement d'accord avec vous. Le principe, il s'applique partout. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de réticence à aborder ces sujets sur. J'ai l'impression que tout le monde politique se serre un peu les coudes et essaie de maintenir ces sortes de privilèges, de castes, à ne pas vouloir être trop perturbé par des paroles qui obligeraient à remettre en cause des certitudes. Et effectivement, les référendums peuvent remettre en cause des certitudes, bien sûr. Ouais. Vous vous rappelez le référendum relatif à la durée du mandat présidentiel? Oui. 30% de votants, 70% pour. Oui. Alors que pour l'instauration des 7 ans, il y avait 85% de votants avec 80% de pour. Vous ne vous souvenez plus de ça, mais oui, en effet, oui. Bon, ben voilà, ouais. Bon. Et par contre, le référendum sur l'Europe, là, les gens se sont sentis concernés, et puis... Non, mais il faut plus. Encore une fois, les élites ont peur. Les élites françaises, pour l'instant, ont peur du peuple et en cela, ils s'en méfient. Elles loupent l'histoire parce que la révolution qui vient est une révolution, encore une fois, qui va balayer ces élites-là au profit précisément de ce peuple oublié. J'en suis persuadé. Et maintenant, on peut louper le coche effectivement si Ah ben, il y en a qui vont disparaître. Si rien ne se passe. Donc cette révolution attend toujours son révolutionnaire. Mais est-ce que la crise du carburant peut alimenter une colère populaire? Ça fait partie des petits foyers que l'on voit apparaître. Il y a eu les bonnets rouges, les gilets jaunes, il y a eu les agriculteurs en colère, il y a les familles de victimes elles-mêmes maintenant qui prennent la parole pour protester. Ce sont à chaque fois des révolutions ponctuelles qui font comprendre qu'il y a une irritation palpable, qui est une irritation identifiable. Et effectivement, si la crise pétrolière devait perdurer, il est possible effectivement que cela alimente une grave crise sociale. Mais il me semble malgré tout que les Français ont fait l'analyse que la révolution qui vient sera réglée par les prochaines élections, maintenant dans 10 mois, et que d'ici là, je suis pas sûr qu'il y ait, à moins d'événements considérables qui fassent flamber les prix du gaz et du pétrole, mais je ne vois pas venir pour l'instant une grande crise sociale avant l'échéance des présidentielles qui, elle, sera effectivement, me semble-t-il, un moment révolutionnaire. Enfin, du moins, je l'espère. Mais encore une fois, on est sur un volcan et la moindre goutte d'eau peut faire déborder le vase. Les grandes révolutions françaises ont toujours eu un ressort fiscaliste ou un ressort, de protestation, le 89, etc. Ou d'autres, le ressort d'un peuple qui était écrasé par les charges, parce que s'il y a une augmentation des carburants, pour reprendre cette hypothèse,
elle sera d'autant plus insupportable que le pouvoir politique se montrera incapable de baisser les charges, à moins qu'il ne baisse les charges pour effectivement amoindrir la douleur des coups. Donc oui, il y a partout dans la société des irritations, des rébellions, des mécontentements, oui. Des mécontentements, des causes effectivement d'irruption populaire, mais pour l'instant, je ne les vois pas se fédérer ensemble. Il y a eu une grande manifestation, par exemple, à Londres, il y a maintenant, alors je ne sais plus, 5-6 mois, contre l'immigration. Tous les Britanniques se sont descendus dans les rues à Londres, mais ils étaient innombrables. La presse officielle avait dit 150 000, mais les gens qui étaient sur place disaient 1 million. Alors je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'était par dizaines de milliers que les Britanniques sont descendus dans la rue pour protester contre l'immigration. J'aimerais qu'il y ait, par exemple, ce genre de grandes manifestations en France même. Vous avez l'Irlande. Or, pour l'instant... Vous avez l'Irlande, le cas de l'Irlande, récemment. Oui, c'était récemment. Alors, pour l'instant, alors l'initiative, par exemple, d'Alexandre Jardin, avec son mouvement Les Gueux, revient à partager le diagnostic que je vous propose également, qui est de voir qu'il y a effectivement une somme de frustration qui permettrait de fédérer ses colères. Je vois que Alexandre Jardin lui-même, d'ailleurs, pour reprendre votre sujet sur les référendums, va proposer à travers la chaîne blockchain des référendums d'initiatives privées presque sur les réseaux sociaux afin de faire participer les Français. Mais là, il faudrait lui poser la question aux grandes questions qui les taraudent. Bon, il y a beaucoup comme ça de réflexions qui sont éparpillées de part et d'autre, mais qui ne sont pas fédérées pour l'instant. Ouais, l'agglomération. Il manque d'un travail intellectuel, il manque d'un fédérateur. C'est peut-être, dans le fond, c'est peut-être ça. Ce qui manque, c'est peut-être le fédérateur qui permettrait effectivement de faire se rassembler toutes ces opinions, qui sont des opinions convergentes dans la mesure où elles réclament toutes le retour à la démocratie, tout simplement, et la fin de cette démocratie confisquée. C'est par la présidente. Quel avenir vous accordez à Madame von der Leyen? Je sais pas, Madame von der Leyen, elle est très détachée précisément de tout ce qu'on a décrit, c'est-à-dire de tout ce peuple ordinaire. Je vois que elle est très au-dessus du lot, si je comprends bien, mais pour le pire. Et il y a là aussi une dissonance entre le pouvoir européen et la représentation réelle de ce que sont les pays d'Europe. Moi, je suis européen comme tout le monde est européen, naturellement, mais je ne comprends pas cette Union européenne qui a été construite avec un dédain, un mépris pour les peuples ordinaires, et avec une sorte de fascination pour précisément le mondialisme, les sociétés ouvertes, la fascination pour l'autre, pour le migrant, etc. Je pense et d'ailleurs l'Europe maintenant commence à s'en rendre compte, les dirigeants européens, parce qu'ils commencent à se rétablir dans une doctrine un peu plus nationale, mais encore une fois, vous ne pouvez pas plaider pour une souveraineté européenne et en même temps défendre une souveraineté nationale. Or, c'est la position qui est celle du président de la République, et c'est un peu la position qu'on pourrait entendre de la part de certains eurocrates. Donc, je suis contre, pour répondre à la question, je suis contre cette Europe malfaisante dans la mesure où elle méprise depuis le départ et d'une manière structurelle, elle méprise les peuples, les nations, les frontières. Et je voudrais une Europe qui reconnaisse en effet l'Europe des peuples, des nations et des frontières. Alors est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne ou est-ce qu'on peut espérer la réformer de l'intérieur? Là-dessus, ma réflexion n'est pas très aboutie. Je lisais le dernier livre de Nicolas Dupont-Aignan qui lui-même explique qu'il a changé d'avis, que jusqu'à présent il pensait qu'on pouvait réformer de l'intérieur l'Europe, mais que pour l'avoir approché, il a décidé qu'il était plus sage et plus simple dans le fond d'en sortir. Il est bien possible que ce soit cette solution. Et il faudrait maintenant l'approfondir d'une manière technique. J'ai pas tous les éléments pour l'instant à disposition. Ça ne me dérangerait pas qu'on sorte de l'Union européenne, mais ce serait de sortir de l'Union européenne pour en reconstruire malgré tout une autre. Donc peut-être parce que encore une fois, on ne peut pas non plus envisager d'être seul au monde. Enfin, quoique la Suisse pourrait démontrer le contraire, mais donc encore une fois, il faut. Moi, je suis partisan, en tout cas,
de cesser cette sorte de dictature européenne. Moi, j'entends les pays d'Europe centrale qui reconnaissent beaucoup de similitudes entre l'Union soviétique qu'ils ont connue quand ils vivaient sous leur joug et l'Union européenne. Donc, ils doivent avoir raison quand ils nous disent que l'Union européenne, alors certes, il n'y a pas les goulags, mais quand l'Union européenne méprise la souveraineté des peuples à ce point qu'elle pourrait être semblable à l'Union soviétique. Donc, je pense qu'il faudrait qu'une Europe qui s'ouvre, qui cesse effectivement de vouloir accompagner un mondialisme qui annule toutes les identités et faire une Europe qui soit l'Europe à la De Gaulle, c'était une Europe des peuples et des nations, une Europe qui puisse s'unir sur de grands projets industriels, mais qui préserve l'identité européenne et qui préserve l'identité européenne à travers des frontières fiables et qui cesse de vouloir donner des leçons de générosité au monde en s'ouvrant à la terre entière. Oui, je partage ce que vous dites. En fait, l'Europe, d'une façon générale, celle que l'on connaît, elle est trop liée aux États-Unis par certains de ses partenaires pour être indépendante. Alors donc, il y a toujours un facteur qui va jouer sur. On le voit bien avec la construction d'un avion de combat. Comment ça se passe Les Américains, ils viennent mettre leur lait dedans. Les Allemands sont pas d'accord avec nous, mais font semblant de l'être. On a connu ça aussi pour Airbus. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à un moment à se retirer. L'idée première, elle était pas sotte de trouver des projets d'intérêt commun. Donc et on peut garder cette idée-là. Oui, c'est ce qui permettait de faire avancer, mais à partir du moment où on a poussé vers la fédéralisation, qui c'est qui a poussé vers la fédéralisation? C'est quand même un Français, c'est Delors. C'est Delors qui a été un facteur, dans la mesure où, s'apercevant que le socialisme, finalement, avait un espace limité et un avenir plus que limité, eh ben, ils ont trouvé dans l'Europe la nouvelle façon de se projeter dans le futur, mais pour arriver à une catastrophe. Alors, sur les pays d'Europe centrale, là, c'est vrai qu'ils ont connu, mais c'était pas vraiment démocratique. Ah non. Le Comecon n'était pas vraiment démocratique. Non, c'est bien pour ça qu'il mais pour une raison simple, c'est que c'était l'armée soviétique qui avait viré les nazis, et c'était elle la patronne. Hein. On l'a vu au moment de la Tchécoslovaquie. Et donc, la comparaison, c'est pas tellement en faveur de l'Europe. Ah ben bien sûr. Quand ils disent ça, c'est pas pour faire des compliments à l'Europe. Hein, quand ils voient effectivement des similarités entre l'Union européenne et l'Union soviétique, c'est qu'ils la critiquent. Hein. Alors, moi, je pense que de toute façon, toutes ces constructions qui ont été faites, c'était dans le cas de l'affrontement entre les deux grands, il ne faut pas se faire d'illusions. Après, quand l'Union soviétique est tombée en 91, la démocratie libérale a cru qu'elle avait gagné. C'est le bouquin de Fukuyama, la fin de l'histoire. Bon, donc les États-Unis, à partir de ce moment-là, c'est un peu, là on a joué le lièvre et la tortue, quoi. C'est-à-dire, on a tellement gagné que la seule chose qui nous intéresse, c'est finalement nous amuser. Et quand on voit où est arrivé les États-Unis, l'état de délabrement dans lequel se trouve la société américaine, l'industrie aux États-Unis, elle représente 10% du PIB. Ils ont eu des difficultés pour construire des avions. Le Boeing a eu des difficultés pour les avions. Donc ça veut dire quand même que là, il y a quelque chose qui s'est passé, donc qui est en train de vivre d'ailleurs le président américain actuel. Et d'un autre côté, les autres, les Russes, qui se sont trouvés donc dans une situation extrêmement difficile, parce que la période qui va jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Poutine a été extrêmement dur. Hein. Faut se rappeler que à Berlin, il y avait des officiers soviétiques qui vendaient leurs médailles, qui vendaient leurs tenues, etc. pour survivre. Quand même, il y a eu toute cette période-là. Et donc,
ils ont travaillé, ils en sont arrivés en 2008 quand Poutine a dit à la réunion de l'Union européenne, enfin de l'organisme européen, faut plus nous adresser les mêmes oukases aujourd'hui. Et puis donc l'échec avec ce qui est en train de se passer en Ukraine. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est quand même, c'est extraordinaire, c'est penser d'avoir vaincu, de dominer le monde, d'avoir tous les éléments de la puissance, comme disait Brzezinski, d'aller casser la figure à tous ceux qui relevaient la tête, et puis en fait, maintenant il est en train de prendre les piles avec l'Iran. Malheureusement. J'aimerais bien qu'il gagne en Iran, mais ça m'a mal barré. Non. Alors, je crois que l'Europe, elle, toutes les conditions pour l'éclatement sont réunies. L'Angleterre, elle est partie. En fait, comme elle n'a jamais été dedans, finalement, elle vit toujours de la même façon. Mais ceci étant, quand on voit les scores qu'a fait Nigel Farage à l'élection récente, c'est-à-dire que c'est populaire. C'est une confirmation du Frexit, voilà, du Brexit. Du départ, du Brexit. Et je pense que si on posait la question aux Français, ce serait la même chose. Aux Hollandais, ce serait la même chose parce qu'on le sait. Ah oui, bien sûr. Et même les Allemands, maintenant... il pourrait y avoir... la question européenne pourrait faire l'objet d'un référendum. Effectivement, on n'a pas parlé de ça, mais ça... Alors c'est vrai que l'idéal, ce serait de trouver un système qui permette aux nations de décider et d'avoir des projets d'intérêt commun. C'est sûr. Mais ça peut... c'est pas obligé que ça s'arrête aux frontières de l'Europe des 28, enfin des 27. Oui. Bon, ceci étant, moi, je vois, c'est dans l'équilibre global du monde, et c'est ce qui s'est passé à partir de 91, qui a changé complètement la donne et qui a modifié complètement les rapports de force. Parce que quand vous voyez la place que prennent les BRICS, c'est quand même quelque chose de vraiment nouveau. Oui, il y a un rééquilibrage, il y a une redistribution des cartes, bien sûr. Il y a un affaiblissement de l'Occident plus généralement, mais bon. C'est tout. Vous savez de quoi on parle? Oui, voilà. On en est responsable. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question, mais on est allé plus loin. Il n'y a rien de grave. Au contraire. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.